vague de froid, on est le 28 décembre 2017. Ce matin, j'ai mis l'épisode 55 du vlog. Tellement une belle expérience, c'était vraiment le fun. J'avais jamais vu Alain autrement que dans des tweet-ups ou dans des événements où est-ce qu'il y avait plein de monde, c'était dur de lui parler. Là, on a vraiment pris le temps de s'asseoir avec, passer du temps avec, c'était vraiment cool. Alain, c'est tellement une bonne personne, un gars bien inspirant. Au début, j'osais pas trop filmer, je savais pas trop, j'avais peur que Alain pense que j'aille le voir juste pour faire du matériel. Fait que j'osais pas trop y poser des questions, j'osais pas trop filmer, j'essayais d'être un peu discret. En fin de compte, Alain, il avait de l'air totalement dedans, il voulait jouer le jeu bien raide. Je pense même que j'aurais pu aller plus loin avec Alain, mais un moment donné, je vais passer une journée, 2 jours avec Alain. Je vais aller le filmer, je vais faire une espèce de mini documentaire avec lui. Il y a de quoi à faire avec ce gars-là, c'est tellement cool. C'est tellement cool de le découvrir. Là, je suis en route pour aller travailler. Je m'en vais monter du passion plein air. On va se mettre du chauffage, puis on va travailler. Ça va faire du bien de sortir un petit peu de la maison, même s'il fait froid. Je passe vraiment des belles fêtes. C'est le fun de passer les fêtes avec ma blonde, ses enfants, les miens, qui sont venus 2-3 fois. On retourne chez ma mère demain le 29 pour une espèce de soirée du jour de l'an. Puis là, cette année, je sais pas si vous, ceux qui suivent le vlog depuis le début, dans les tout débuts, je parle d'une espèce de cahier dans lequel j'écris comment je veux que mon année se passe. Puis cette année, avec tout ce qui s'est passé, avec tous les tumultes, j'ai pas eu le temps de remplir ce cahier-là comme il faut. Habituellement, ce que je fais, c'est que je me prends un cahier, puis là-dedans, j'écris comment je veux que l'année se passe. Puis je me permets les plus grands rêves, je me permets vraiment comme si mon cahier, c'était une lampe d'Aladin. Puis après ça, dans ce cahier-là, tous les jours, j'écris comment je veux que ma journée se passe. J'écris aussi des gratitudes, je remercie à chaque jour, à chaque soir, qu'est-ce que j'ai aimé de ma journée. Je trouve de quoi de bon. Il y a toujours de quoi dans une journée qui a bien été, qui a fait que ta journée a été vivable, tu sais. Ça peut être un beau décor qu'on a vu, ça peut être de la visite d'un ami, ça peut être une série qu'on a découvert, ça peut être n'importe quoi. Il y a toujours de quoi dans une journée qu'on peut remercier. Puis tout ça, comme je l'expliquais l'année passée, c'est pas de la magie, c'est vraiment psychologique. C'est juste pour entraîner ton cerveau à avoir des buts, voir autre chose que le négatif, puis te permettre d'avoir des rêves, d'avoir des ambitions. Oh là! Internet! Cette semaine, j'ai le goût de faire les choses un petit peu différemment. Tiens, je vais vous installer ici. 2017 vient de se terminer. Au lieu de parler de moi, j'ai décidé de faire un petit quelque chose de spécial. J'ai décidé de faire des top 10. Ça pogne au bout des top 10. Test 1, 2. Testing. Oh yeah! Tout fonctionne! Oh là! Internet! Cette semaine, c'est un petit peu spécial, comme je viens de le dire. Ça me tentait pas de faire mon année 2017, ça me tentait pas de montrer mes meilleurs moments, je trouve pas, quand j'ai regardé ce que j'avais fait avant. Je trouve pas que j'ai encore des meilleurs moments. Cette semaine, j'ai décidé de faire un top 10, des top 10 Netflix, pour faire une espèce de wrap-up de 2017. Je veux vous faire un premier top 10 qui sont les meilleurs documentaires qui sont sortis en 2017 sur Netflix. C'est pas tous des documentaires qui sont sortis en 2017. C'est pas tous non plus des productions Netflix. C'est des documentaires que Netflix ont mis en ligne cette année. Numéro 10! Wormwood, ça vient de sortir, c'est tout nouveau sur Netflix. C'est une production Netflix. Ça raconte l'histoire de Frank Olson,
qui a eu, disons, une mort un peu suspecte reliée à la CIA. Le gars a fait des expérimentations dans les années 50-60 avec le LSD. Et puis, il s'est fait chuter d'en haut d'un édifice. On sait pas trop si c'est un suicide, s'il a été assassiné. Toujours est-il que la façon dont c'est produit, la façon dont c'est réalisé, c'est qu'il y a une portion fiction, il y a une portion reenactment avec des comédiens qui refont des scènes. On dirait vraiment qu'on regarde une série de fiction. Et il y a une portion avec des entrevues et une portion un petit peu plus documentaire. J'aime pas ça, ce genre de documentaire-là. Mi-documentaire, mi-fictif. Je tripe pas là-dessus, mais Wormwood s'en sort bien. C'est super intéressant. Numéro 9! Numéro 9, Glow, The Story of Gorgeous Women. Glow, The Story of Gorgeous Ladies of Wrestling. Ça raconte l'histoire de cette espèce de ligue de lutte féminine qui a été créée dans les années 80. En fait, il avait fait ça. C'était une espèce de scheme pour sauver de l'argent, puis il voulait essayer d'attirer des gens dans une espèce de casino. C'est une espèce d'affaire un petit peu croche, mais ça s'est retrouvé à la télévision. Ils ont signé pour la télévision. C'est devenu quand même assez big. Ça a marqué son temps. Il y a bien du monde qui se souviennent de ça. Et le documentaire raconte l'histoire de ces femmes-là qui ont participé, qui faisaient partie de cette ligue de lutteuses féminines. C'est super attachant. Ces femmes-là, ils ont développé des amitiés. En même temps, il y en a que c'était pas leur métier de base. Il a fallu qu'ils apprennent tout ça de zéro. Il y a une série qui est sortie, qui est super bonne aussi, qui est sortie à peu près dans la même période avec Marc Maron, qui est super bonne. Numéro 8. Icarus! Un documentaire sur le dopage, aux Olympiques, le dopage athlétique en fait. C'est l'histoire d'un gars, Brian Fogel, qui décide de faire une expérience. Il envisage se doper pour gagner une course de cyclisme amateur. Il veut documenter tout ça. Il veut en faire une espèce de documentaire. Il fait appel à un monsieur qui est à la tête d'un laboratoire antidoping en Russie, et à partir de là, ça déboule, ça devient une histoire immense. Ce monsieur-là nous en dévoile beaucoup, on en apprend beaucoup sur le dopage, la façon dont les Russes s'en sont sortis avec le dopage pendant toutes ces années. Ce documentaire-là est super bon, c'est un espèce d'éclairage, il a eu un impact dans le milieu du sport cette année. Vous allez triper sur ce documentaire-là. Numéro 7. Shot in the Dark, une série documentaire sur des gars qui sont caméramans de nuit, des espèces de caméras reporters de nuit. Les gars en font leur métier, les gars sont passionnés par ce métier-là. C'est un métier qui est dur. T'assistes à des scènes la nuit, t'assistes à des scènes qui sont parfois très horribles. Parfois, t'es au milieu de ces scènes-là, t'en fais partie. C'est un documentaire super bon, ça suit 5-6 caméramans de nuit comme ça. Des gars qui se connaissent tous à LA. Chacun de ces gars-là a une personnalité à lui et ils deviennent très attachants au cours de cette série-là. J'imagine qu'ils vont en sortir une nouvelle saison l'année prochaine. Numéro 6. Pourquoi je fais ça? Numéro 6, Harry and Snowman. C'est l'histoire d'un monsieur qui récupère un cheval qui s'en allait à l'abattoir, littéralement à l'abattoir. S'aperçoit que ce cheval-là a des skills pour le saut. Ce monsieur-là décide de le prendre, de l'entraîner et de commencer à faire de la compétition de saut avec ce cheval-là qui devient son meilleur ami, qui devient une partie intégrante de la famille de ce monsieur-là. Le monsieur, c'est un immigrant, il vient d'un autre pays. Son histoire est fascinante. Son histoire à lui, mais aussi son histoire avec ce cheval-là, auquel on s'attache beaucoup. C'est une histoire d'amour entre un homme et son cheval. C'est vraiment bon. Numéro 5. Numéro 5, Nobody Speak.
Hulk Hogan, Gawker and the Trial of the Free Press. C'est tellement bon comme documentaire. Ça commence assez simplement. C'est le site Gawker, qui est une espèce de site web, une espèce de journal, un peu TMZ. C'est un site, c'est un peu le Huffington Post version cheap de la pop culture. Ils mettent la main sur un sextape de Hulk Hogan et de la femme d'un de ses amis. Un sextape qui décide de publier. Jusque-là, on pense qu'on va assister à un documentaire sur l'éthique, sur la vie privée versus la vie publique, ce que tu peux publier dans les journaux, ce que tu peux publier sur Internet. Sauf que c'est pas ça, ça se développe en un documentaire sur littéralement la liberté d'expression, la liberté de presse aux États-Unis, comment Gawker, comment les gros lobbies se sont attaqués à ce site-là pour qu'ils puissent perdre leur liberté de presse. C'est une histoire qui est vraiment fascinante. Ça commence tout petit avec cette espèce de sextape-là. Une histoire toute simple, mais qui devient tellement plus complexe. Numéro 4! Numéro 4, The Keepers. Série documentaire. Ça commence dans les années 60. Une femme, une sœur, une enseignante qui meurt. À partir de là, on creuse et plus on creuse, plus on en découvre sur qu'est-ce qui est arrivé à cette femme-là, comment ça s'est passé. Ça a une espèce de... Ça progresse tranquillement, sauf que ça creuse tellement loin. Tu te dis, voyons, ça a commencé avec un simple meurtre, toute cette histoire-là, et puis ça s'est retrouvé, le clergé s'est retrouvé là-dedans, comment les politiciens, l'école ont essayé de couvrir tout ça. C'est un meurtre qui est en apparence bien simple, mais qui est devenu très complexe. Tous ceux qui ont voulu couvrir les meurtriers et tout ce qui se cache derrière ce meurtre-là, les atrocités qui se cachent derrière ces meurtres-là. C'est une série documentaire d'enquête qui est drôlement faite parce qu'elle ajoute des intervenants à chaque épisode, et à chaque épisode, on pense qu'on touche enfin l'issue de cette histoire-là, mais ça grossit d'épisode en épisode, et notre frustration grossit aussi d'épisode en épisode. C'est vraiment excellent. Numéro 3, Chasing Coral. C'est tellement bon, c'est un documentaire qui suit une équipe qui décide de faire une recherche et capter des images, capter une espèce de time-lapse pour démontrer les effets du réchauffement de la planète sur les coraux partout dans l'océan à travers le monde. On suit cette équipe-là qui doit inventer un bidule pour pouvoir installer dans l'océan, faire des time-lapse sur plusieurs jours. En même temps, on en apprend tellement sur le réchauffement de la planète, ses effets sur l'océan, ses effets sur la planète Terre. C'est vraiment super instructif et c'est beau, il y a des images à couper le souffle dans ce documentaire-là et c'est touchant. On s'attache à ces chercheurs-là qui ont décidé de se lancer dans cette aventure-là. C'est vraiment bon. C'est pas un documentaire pour nous faire filer cheap, d'avoir une auto, d'utiliser des sacs en papier. C'est vraiment juste un documentaire qui nous instruit un petit peu plus sur le réchauffement de la planète et qui en fait la preuve avec des images assez époustouflantes et parfois qui font peur. Numéro 2, The Long Shot. C'est tellement un des meilleurs documentaires qu'il y a sur Netflix, un des meilleurs qui est sorti en 2017. J'ai eu plein de remerciements d'avoir suggéré ce documentaire-là. C'est tellement bon. Ça raconte l'histoire d'un gars, son frère, c'est un trou de cul, fait partie des gangs. Il passe en cours, se retrouve en prison. Il y a un des jurys qui se fait tirer et à partir de là, on soupçonne automatiquement son frère qui a rien à voir dans cette histoire-là. C'est un pauvre père de famille qui est né avec le mauvais frère. Ce gars-là se retrouve en prison et il y a un journaliste qui trouve que ça sonne faux, que toute cette histoire-là sonne faux et se met à enquêter et trouve quelque chose qui pourrait disculper ce gars-là. À partir de là, je peux plus rien dire. C'est tellement une surprise, c'est tellement fascinant le restant de cette histoire-là. Vous allez capoter. Numéro 1. Numéro 1, Jim and Andy. Quel bon documentaire. C'est le gros documentaire. C'est le meilleur documentaire de 2017 sur Netflix. C'est tellement bon. Ça raconte la démarche artistique de Jim Carrey. En fait, il y a plusieurs comédiens qui font ça. C'est-à-dire qu'ils vont habiter
leur personnage tout le long du tournage. Ils vont vivre comme leur personnage, même quand ils sont pas sur le set, même quand ils rentrent chez eux le soir. Jim Carrey a décidé de faire ça, mais de pousser ça un petit peu plus loin. Pour le film Man on the Moon, il a décidé non pas d'habiter Andy Kaufman, mais plutôt d'habiter ses personnages, c'est-à-dire qu'il vivait comme les personnages d'Andy Kaufman. Et Andy Kaufman, ses personnages étaient plus gros que nature. Évidemment, ça a été un tournage difficile pour toute l'équipe. Ça a été vraiment drainant. Ça a été un gros tournage. Ce documentaire-là nous en apprend autant sur Andy Kaufman que sur Jim Carrey lui-même. C'est pas un documentaire sur Andy Kaufman. C'est vraiment un documentaire sur Andy Kaufman parallèlement à un documentaire sur Jim Carrey qui a une carrière quand même. Quand on regarde en arrière, ce gars-là a une carrière fascinante. Et comment tout ces films sont assez représentatifs des phases qu'il vivait dans sa vie. En tout cas, je vous le suggère fortement. C'est vraiment bon. On voit Jim Carrey là-dedans travailler, puis on se dit, tabarnak, j'aurais tellement mis mon poing dans la gueule. J'aurais pas été capable de travailler avec quelqu'un. Yeah. 2018. Habituellement, je fais ça. Je regarde un petit peu en arrière, 2017, puis je compare mes années, tu sais. J'ai des thèmes pour mes années, habituellement. Puis là, cette année, je trouve pas le thème principal de mon année, tu sais. 2012, ça a été un effondrement total. 2013, ça a été un effondrement. 2014, 2015, 2016, j'ai commencé à me redever. 2017, ça a été une année ça a été une année de changement. Je me suis redressé, puis là, je pouvais enfin prendre une direction en 2017. Je pouvais commencer à marcher dans une direction. 2018, j'ai pas trouvé le thème. Puis j'ai l'impression, je pense que ça va être une année où est-ce que là, il me reste des affaires à régler, des grosses affaires à régler, il me reste des affaires à affronter, des grosses affaires à affronter, des affaires plates à affronter, mais je pense que, tu sais, là, j'ai retrouvé ma force, j'ai retrouvé mon énergie, j'ai retrouvé ma motivation, j'ai retrouvé un certain équilibre mental, et tout ce que j'ai traversé, là, j'avais... j'étais pas très équilibré. 2018, j'ai le goût d'accomplir plus. J'ai le goût d'avoir de quoi de plus solide. Là, j'ai des affaires, j'ai des rêves qui se concrétisent. Tu sais, je vous ai parlé que, je vous ai parlé que je voudrais peut-être un jour louer un studio. Ben là, je suis tellement obsédé par cette idée de me louer un studio, puis commencer à, tu sais, un studio pour mes podcasts, pour mes vlogs, pour mes toiles. Tu sais, un studio, j'aimerais ça me louer une petite place. Une petite place où est-ce que je pourrais... Ce serait mon espace de travail. Puis ce serait là que j'irais faire du podcast, que j'irais faire... ce serait mon petit studio. Puis j'aimerais ça en 2018, mettre ce qu'il faut, mettre les bases pour pouvoir recommencer à faire du podcast à tous les jours. Que ce soit... que je traite ça vraiment comme une job. Arrêtez de traiter ça comme en plan B, tu sais, ou en hobby. J'aimerais ça que ça devienne plus sérieux que juste un hobby. J'en ai parlé, j'ai laissé des pistes en parlant avec les gars de Jamais Content. Tu sais, je parlais de l'avenir du podcast et tout ça. Puis 2018, je veux mettre les bases de ça. Je veux mettre... C'est ça. Je veux creuser le salage de ce projet-là. Un projet de studio. Que je sais pas, un studio. Ça doit exister, tu sais, des studios, des espaces d'atelier pour artistes, des espaces, tu sais, pas nécessairement commerciaux. J'ai pas besoin d'avoir pignon sur rue, mais tu sais, industriel un peu, là, tu sais. Mettons qu'il y a quelqu'un qui a un haut de garage, un gars qui a un haut de garage. Ou je sais pas trop, là, tu sais, une patente de même. Mais je rêve vraiment de me louer un petit studio puis commencer à produire plus. Puis là, que ce soit ma job, que je me rende là puis que je produise. Puis essayer de faire commencer à rouler, puis je sais pas, faire une business de tout ce qui sont mes hobbies. Puis j'ai un rêve qui se clarifie.
J'ai des buts qui se clarifient. On dirait que je regrette de pas avoir eu ça, de pas m'être permis ça, de rêver puis d'avoir des projets comme ça avant. J'avais peut-être pas l'énergie pour affronter puis pour pouvoir me mettre le nez dans des projets, mais on dirait que c'est extrêmement... Je me suis aperçu que c'était pas mal plus important que je croyais de m'accomplir dans un projet puis d'avoir de... C'est ça, de m'accomplir dans un... Moi, quand j'ai un projet... Je suis intouchable. J'ai une bulle qui me protège. J'ai une bulle en fonte. J'ai un mur de 4 pieds d'épais. Puis on dirait que ça me protège de tout. Tant que j'ai mon projet, je suis comme immunisé contre tout. Il n'y a rien qui peut m'atteindre. Puis je suis tellement bien quand je suis dans cet état-là. Puis avec le vlog, j'ai commencé le vlog l'année passée. 17 décembre 2016, j'ai commencé à vlogger. Ça a fait 1 an, c'est ça, là, il y a 2 semaines. Puis je pensais pas que ça m'apporterait tant que ça, t'sais. Je pensais vraiment que ce serait un projet qui allait fader up. Ça se peut que ça arrive, là, ça se peut que je me tanne. T'sais, mais là, pour l'instant, en tout cas, j'aime bien ça, vlogger. Puis j'avais oublié comment... Ou bien j'avais peut-être pas réalisé l'ampleur de ce que ça peut faire, les effets que ça a sur moi, de m'accomplir dans un projet, avoir mon propre projet à moi, tu sais. Ouais. Fait que 2018, ça va être ça. Ça va être une année, pour moi, là, pour moi, ça va être une année de... Là, j'ai le goût de faire de l'argent. Là, j'ai le goût, là. Là, j'ai le goût de faire de l'argent. Tu sais, avant, c'était secondaire. J'étais capable d'être confortable dans la marde financière que j'étais. J'ai une résistance... J'ai une résistance au pathétique puis à l'inconfort qui est trop forte. Je suis capable de bien vivre dans une extrême pauvreté. Ça m'apporte du stress, ça m'apporte un stress qui est invivable, mais reste que j'ai tout le temps survécu, j'ai tout le temps été capable de survivre là-dedans. Puis là, j'ai le goût de 2018, là, j'ai vraiment le goût de goûter à autre chose que juste être sur le bord de mes petites crises de scène. J'ai vraiment le goût de, je sais pas, Bitcoin, je sais pas, Bitcoin, je vais, de la merch, j'ai aucune idée. Prendre des contrats de je sais pas quoi, j'ai aucune idée, mais là, mon cerveau, il est one track mind sur faire de l'argent. Je suis obsédé par faire de l'argent, puis on dirait que je suis comme fier de ça parce que j'ai tout le temps... Je prenais pas l'argent, puis je prenais pas mon budget, puis je prenais pas l'argent au sérieux. J'ai un mauvais rapport avec l'argent qui est que je m'en moque, puis je la prends pas au sérieux, puis j'aime pas l'argent assez. Mais là, cette année, là, j'ai commencé à aimer l'argent. J'en veux, tu sais. C'est un gros changement qui s'opère dans ma tête. Peut-être que je suis rendu matérialiste.